des scientistes, je préfère prévenir plutôt que guérir, là, des scientistes, je dis bien, nos arrière-grands-parents, les algues bleues, étaient capables de se couper en deux, en quatre. Ils se multipliaient à volonté. Ils étaient donc immortels, mais ils ne créaient rien de nouveau. Puis est arrivée la reproduction sexuée et ce miracle permanent de faire toujours du neuf. C'est vrai qu'il n'existe pas deux êtres identiques sur la Terre, mais le prix à payer pour créer du neuf, c'est de disparaître. La sexualité serait donc directement reliée à la mort. D'après certains biologistes, l'apparition de la reproduction sexuée est un accident de parcours. C'est un raté de la nature, une anormalité que l'on ne retrouverait pas ailleurs, d'après eux. Si l'on considère la pluralité des mondes habités, là, il semblerait que, d'après leur idée, la Terre serait quasiment une des seules planètes dans la galaxie qui aurait cette particularité de voir des êtres s'accoupler. Puisqu'ils ont calculé qu'il y avait très peu de chances pour qu'un tel accident se reproduise ailleurs, dans l'évolution. Donc nous serions pour les civilisations extraterrestres qui nous regardent, des espèces de monstres sympathiques. Quelle angoisse! Alors comment se fait-il si les extraterrestres nous observent qu'on ne les entend pas rire aux éclats? C'est une question que je me suis toujours posée, ça. Pour certains ésotéristes, la reproduction sexuelle, c'est une expérience de laboratoire qui aurait été tentée par un commando d'Elohim, d'extraterrestres, et une expérience de laboratoire qui aurait mal tourné. C'est peut-être la raison pour laquelle on ne les entend pas rire, justement, parce que dans le fond, ils sont peut-être comme nous, un petit peu des apprentis sorciers. Alors ça, c'est un peu le point de vue de la science et de la biologie. C'est un accident de parcours, cette sexualité. Ça n'existait pas au départ. Et ça n'aurait pas dû exister d'après eux. Mais on est là. On peut témoigner. Maintenant, du point de vue de la Genèse, par exemple, ce qui est intéressant à voir dans la Genèse, c'est que c'est un serpent qui a, tel un prince charmant, ou plutôt tel un prince charmeur, qui a séduit la femme qui ne répugne pas à se faire chanter la pomme, on le sait, c'est bien connu. Mais pourtant, c'est l'homme qui a croqué la pomme de la sexualité, sur les conseils d'Ève, avec les conséquences et les sanctions que l'on connaît. C'est-à-dire, premièrement, tu enfanteras dans la douleur, deuxièmement, tu devras obéissance à ton mari, et troisièmement, et il te dominera. Ça, c'est ce qui est dans la Genèse. L'homme, quant à lui, n'a pas eu d'autre sanction que celle de vivre avec sa femme. C'est déjà largement suffisant, je pense. Je vais me faire des amis ce soir. Alors, la question, ça soulève bien des questions, cette petite mise en scène, là. Mais au départ, on pourrait peut-être vous demander si, d'après vous, la séparation des sexes, c'est un accident génétique ou est-ce que c'est une manipulation extraterrestre? Et est-ce que c'est effectivement, comme ils le prétendent, et ça semble logique, que la sexualité est directement en rapport avec la mort? Peut-être pour commencer à dégager le terrain. Bon, alors si on veut aller, si on veut retourner dans le passé et qu'on veut comprendre la sexualité, il faut qu'on ouvre un peu notre esprit dans ce sens que il faut que l'on comprenne un peu comment l'homme est venu sur la Terre. Et pour comprendre comment l'homme est venu sur la Terre, on ne peut pas se baser sur des théories classiques. On est obligé de se baser soit sur des théories ésotériques ou soit sur de l'information instantanée.
l'homme a beaucoup de difficultés à comprendre sa genèse, parce qu'il est trop habitué à la mécanisation et aux conséquences de la genèse. Et lorsque l'homme retourne trop loin dans le passé, sa genèse, son origine, lui paraît plutôt farfelue. Mais un jour ou l'autre, l'homme sera obligé de prendre conscience de sa genèse, c'est-à-dire d'en prendre conscience au-delà de l'explication purement symbolique que nous retrouvons dans les livres ésotériques qui cachent en réalité la réalité. Alors l'homme a commencé sur la planète à un moment où il est devenu nécessaire pour des intelligences qui vivent dans d'autres espaces-temps de coloniser cette planète. C'est pas assez haut? Qu'est-ce qu'on dit? Non, c'est correct. Pour coloniser la planète afin de créer un nouveau champ d'expérience. Et comme nous sommes des êtres humains, nous avons tendance à penser comme des êtres humains, à penser avec les facultés qui ont été données à l'homme, à penser en termes d'un libre arbitre, à penser en termes d'une sorte de développement naturel au cours des millénaires. Donc nous perdons naturellement contact avec la réalité historique ou proto-historique de notre développement. Et comme nos sciences modernes, nos sciences classiques n'ont jamais pu être utilisées sur le plan global de l'instruction mondiale au cours des millénaires, les sciences ou les connaissances profondes de la genèse humaine ont toujours été cachées. Elles ont été cachées soit au Tibet, aux Indes, en Égypte, dans différents centres ésotériques du monde, et ces sciences-là étaient gardées souvent sous la clé du mental de certaines personnes. Et l'homme aujourd'hui, puisque ces sciences commencent à revenir à la surface, et puisque l'homme aussi développe une capacité très nouvelle de comprendre les aspects subtils de ces sciences, il est temps que nous puissions commencer à réaliser d'une façon objective, sans manie ou sans apeurement, que l'homme sur la Terre, sur le plan racial, quand je parle de l'homme racial, le blanc, le noir, le jaune, l'indien, ainsi de suite. L'homme racial est le produit de l'activité créative de certaines intelligences qui viennent de quelque part dans le cosmos. Et ces intelligences-là ont établi avec l'homme, au début de sa genèse, des conditions d'échange d'énergie. Ces conditions d'échange d'énergie ont fait en sorte que l'homme pouvait, à partir d'un certain temps, commencer à prendre sous son contrôle le processus de création ou de procréation. Autrement dit, à un certain moment, il devint nécessaire que l'homme puisse contrôler sa procréation pour 3 raisons. La première raison étant d'établir entre lui et un autre partenaire, la femme. Quand je dis l'homme, je parle de l'homme d'une façon générale. Mais l'homme, le mâle, devait établir une relation avec la femme qui, éventuellement, et ceci n'était connu que des intelligences, éventuellement devait donner à l'homme et à la femme une valeur expérimentale. C'est-à-dire que lorsqu'un couple s'unissait ensemble pour procréer, les intelligences savaient qu'au cours des millénaires, il s'accumulerait de l'expérience et que cette expérience deviendrait une expérience servant dans les futures générations à donner de l'information vibratoire sur les autres plans pour la construction de nouveaux corps subtils afin que dans les générations futures, des corps nouveaux, matériels, puissent être développés en fonction de l'expérience antécédente. Autrement dit, lorsque l'homme et la femme commençaient à s'unir pour eux-mêmes volontairement procréer,
Cette action, au cours des millénaires, devenait expérientielle, c'est-à-dire qu'elle devenait additive, donnait de l'information sur les plans subtils. Cette information devait servir à la construction des modèles de vie subtils qui, plus tard, lorsque d'autres couples devaient s'accoupler, devaient servir de connexion entre le corps matériel, nouvellement créé en fonction de la génétique, et les énergies vitales, éthériques, astrales, mentales des corps subtils qui devaient nourrir le corps matériel afin de créer sur la Terre un homme, pas nécessairement neuf, mais plus avancé sur le plan expérimental. Donc la première fonction de la sexualité libre, si vous voulez, fut de permettre que les hommes puissent, de par leur expérience, créer de nouvelles expériences et arriver au cours des millénaires à suffisamment perfectionner ces expériences en termes de modèles vibratoires sur les autres plans pour que l'humanité puisse, après une certaine période de siècles, de millénaires, en arriver à corriger les lacunes qui existaient entre les modèles supérieurs qui existent sur les plans et les modèles inférieurs qui existent sur le plan matériel. Donc, au cours des millénaires, l'homme, graduellement, à cause de la liberté sexuelle, a été responsable pour le raffinement de son modèle humain, autant sur le plan matériel que sur le plan mental, que sur le plan émotionnel. Et ce raffinement du modèle humain est devenu de plus en plus perfectionné, de plus en plus semblable, si vous voulez, au modèle humain qui existe sur les autres plans. Et la conséquence de ceci, qui est le deuxième point, la conséquence de ceci est que, arrivé à un certain niveau de développement, l'être humain, d'ailleurs c'est ce qui se produit à la fin du XXe siècle, le début de la 6e race racine, une fois le processus de l'involution terminé, il sera possible pour l'être humain de vivre la fusion de ce double qui appartient à d'autres plans avec la partie matérielle qui a été perfectionnée, et cette fusion sera ce qui donnera à l'homme l'immortalité, c'est-à-dire la capacité éventuellement de pouvoir ne plus mourir comme il dut mourir pendant l'évolution. Donc, si nous regardons la fonction de la sexualité d'une façon occulte au cours des millénaires, elle est, comme je l'expliquais au début, le processus nécessaire au raffinement de l'expérience humaine afin de créer au cours des millénaires un modèle humain suffisamment perfectionné sur tous les plans pour que ce modèle humain matériel puisse éventuellement se fusionner avec un modèle humain immatériel, ce qui donnera à l'homme accès à l'immortalité. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est ceci, c'est que dans l'action de la sexualité, dans l'action de la liberté sexuelle, à travers cette action, l'homme, à cause de son centre émotionnel, à cause de sa nature animale, à cause de l'activité naturelle de son corps astral, devait développer le sens de la possession. Le concept de la possession est directement relié à la sexualité. Autrement dit, si on me demandait d'où vient cette vibration, ce concept de la possession, il est directement lié à la sexualité. Donc, le concept de la possession devenait extrêmement nécessaire pendant l'évolution, parce que, au cours de l'évolution, l'homme devait développer différents aspects manifestés de cette énergie vibratoire, dont la famille, dont la race, l'État, la nation, la culture. Parce que les hommes devaient être amenés à un développement collectif, afin d'assurer la permanence de la race, afin d'assurer la permanence de l'expérience mémorifique de la race, qu'on appelle la civilisation, la culture, et aussi afin de permettre la permanence génétique de la race à travers l'amour de l'individu pour l'autre, autrement dit pour sa race.
Donc le concept de possession était extrêmement important et il était le produit naturel de la vibration que crée dans l'homme cette énergie spéciale que nous appelons l'énergie sexuelle, mais qui est beaucoup plus que ceci. Le concept de l'énergie sexuelle est un concept que nous avons valorisé à cause de l'émotivité que nous mettons dans cette énergie. Donc, pour nous, la sexualité est devenue une sorte d'expérience qui nous crée sur le plan humain un certain plaisir, une certaine joie, un certain bonheur. Mais ceci n'est que l'expression extrêmement fondamentale de cette énergie de la sexualité. La sexualité, sur le plan cosmique, est beaucoup plus qu'une vibration de plaisir, qu'une vibration de joie, ou qu'une vibration qui donne à l'homme un certain bonheur. Elle est effectivement une énergie cosmique de la même façon que la pensée est une énergie cosmique. Cette énergie n'est pas différenciée, elle se différencie sur les plans où elle devient active, mais dans son originalité, à partir des plans d'où elle émane, cette énergie n'a aucune qualité humaine. Donc, elle contient, cette énergie, des secrets vibratoires évolutifs que l'homme devait connaître au niveau de son expérience pendant des millénaires. Et il a connu cette expérience, il a eu des hauts et des bas vis-à-vis de cette expérience, mais la fonction fondamentale de cette sexualité sur le plan collectif, sur le plan de l'organisation sociale humaine, était de donner à l'homme le sens de la possession, qui devait être utilisé au cours des millénaires pour le développement graduel d'une forme d'énergie de conscience suffisamment grande pour éventuellement dépasser le stage binaire de la gestion de cette énergie qui est le couple, pour en arriver éventuellement au stage extrêmement complexe d'une société. Ça, ce sont les trois aspects. Il y a beaucoup de choses à dire sur la sexualité en dehors simplement du contexte où on la retrouve dans notre parlance naturelle en général. La sexualité est une énergie cosmique, donc elle est directement reliée à la programmation animale de l'homme, c'est-à-dire que elle est directement reliée au centre même du corps émotionnel humain. Et à cause de ceci, l'homme, aujourd'hui, l'homme de l'involution, l'homme du début jusqu'à la fin de l'involution, l'homme est obligé de subir la sexualité. Tous les hommes de la Terre subissent la sexualité. Ils la subissent de différentes façons, ils la subissent en fonction des principes de vie sociale, ils la subissent en fonction des principes de vie spirituelle, ils la subissent en fonction des principes de vie philosophique. Mais tous les hommes subissent la sexualité sur la planète Terre. Et ceci est une période finalisante, c'est-à-dire que l'homme ne subira pas la sexualité sur la Terre indéfiniment. Viendra le jour où l'homme ne subira plus sa sexualité, c'est-à-dire que il pourra donner ou vivre de sa sexualité en fonction d'un mental supérieur au lieu de vivre sa sexualité en fonction du corps astral. Et à partir de ce moment-là, la sexualité possédera un autre taux vibratoire et elle ne sera plus utilisée expérientiellement chez l'être humain. Et à partir de ce moment-là, l'homme pourra commencer à créer dans la partie subtile de ses corps invisibles un autre centre d'énergie qui deviendra extrêmement actif, qui sera la thyroïde, et où le centre même énergétique de cette thyroïde, de cette glande, et à partir de ce moment-là, l'homme pourra, sur les plans subtils, commencer à exercer le pouvoir créateur en ce qui concerne la gestion, l'harmonisation, le développement des races futures. Nous devons, si nous voulons parler de l'humanité et réellement comprendre le mystère de l'humanité, nous sommes obligés, à un certain moment, de nous dévêtir complètement des attitudes psychologiques que nous avons formées au cours des siècles en ce qui concerne la genèse de l'homme. Et d'un autre côté, nous ne devons pas aller trop rapidement dans cette direction parce que nous risquons de spiritualiser notre conscience. Et si nous spiritualisons trop notre conscience, nous avons tendance à devenir trop ésotérique en ce qui concerne la genèse de l'homme. Et si nous faisons ceci, nous perdons le contrôle vibratoire de notre mental. Et nous sommes assujettis à d'étranges et de puissantes forces astrales qui ont tendance à fasciner ou à vouloir fasciner l'homme. Et l'homme ne doit pas être fasciné.
l'homme doit en arriver un jour à ne pas être fascinable, parce que être fasciné, ça fait partie du manque de raffinement de toute la structure biopsychique de l'homme et du manque de contact ou de superimposition entre la qualité matérielle de l'homme et sa qualité invisible. Si l'homme veut réellement connaître et comprendre les mystères de la vie à tous les niveaux, parce que l'homme a la capacité de tout savoir et de tout comprendre, il lui faut à un certain moment cesser d'être fasciné. Donc, il doit être capable un jour aussi de cesser d'être fasciné par la sexualité. Je fais dans cette direction, pour vous laisser la chance de me demander des questions, parce que je vais continuer toute la journée, toute la semaine. Dans le domaine de la sexualité, l'être humain est fasciné. Pourquoi? Parce que l'être humain dans sa sexualité, là je parle de façon très très occulte, je ne parle pas au niveau des psychologues. L'homme dans sa sexualité est fasciné parce qu'il vit, chaque fois qu'il ressent cette vibration, il vit une sorte d'infinité. Il y a une sorte d'infinité dans la sexualité, c'est-à-dire une sorte de plaisir, parce qu'elle est effectivement astralisée, cette énergie, une sorte de plaisir qui lui donne l'impression de vivre pour un moment d'une façon un peu immortalisante. C'est-à-dire que lorsque l'homme vit sa sexualité et qu'il la vit à un niveau intense, à un certain moment, il sort de la condition existentielle de son moi. Et il devient réellement, d'une façon subtile, éthérico-conscient. C'est-à-dire que le bonheur sexuel est tellement grand que réaliser, en fonction de ses vertus psychologiques ou de ses vertus sociales, ou de ses vertus pornographiques ou de ses vertus imagination, ainsi de suite, réaliser en fonction de ses vertus, le sexuel est devenu chez l'être humain, surtout à la fin du XXe siècle, une expérience extrêmement importante dans sa vie, tellement importante qu'elle est devenue centrale, et tellement centrale qu'elle a pris le centre de sa vie. Et ça, c'est l'illusion de l'homme de l'évolution. Et les intelligences qui ont amené, qui ont fait contact dans le passé avec l'homme au niveau des plans éthériques pour substituer leur conscience à une évolution rapide afin de donner à l'homme une évolution puissante, ces êtres-là savaient ceci. Ces êtres-là savaient que la sexualité exerçait chez l'être humain une fascination, et c'est pourquoi dans les textes spirituels, dans les textes religieux, il y a énormément de tabous concernant la sexualité. Et ces tabous étaient essentiels, étaient nécessaires, parce que si l'homme n'avait pas été donné ces tabous, n'avait pas été commandé de les suivre, ces tabous, l'humanité serait devenue facilement animalisée. Donc, si nous revenons à la fin du XXe siècle, à la fin de l'évolution, à partir de ce temps où l'homme doit partager une très grande mémoire de l'évolution avec un nouvel avenir de l'évolution, nous sommes réellement devenus des êtres prisonniers de notre sexualité, c'est-à-dire des êtres incapables de nous affranchir psychologiquement de son pouvoir psychologique sur notre émotionnel. De sorte que vous pouvez aujourd'hui prendre n'importe qui dans le monde, n'importe qui dans la rue, à n'importe quel niveau de la vie sociale, et vous verrez que ces êtres, quelque part dans leur vie, dans leur microcosmique psychologique, ces êtres ont, quelques fois par mois, quelques fois par semaine, quelques fois dans l'année, ils ont cette pulsation en eux qui les dérange. Qui les dérange, non pas qui les dérange dans le sens qu'elle est d'une façon négative, mais qui les dérange d'une façon à les exciter à un tel point que automatiquement ils vivent une disconnexion temporaire entre leur conscience cosmique supérieure et les plans inférieurs de leur constitution biopsychique, de sorte que l'homme, lorsqu'il vit ou qu'il sent ou qu'il perçoit ou qu'il se sensibilise à cette énergie, il perd un peu de son humain, il devient un peu plus animal et il se vautre dans un plaisir ou dans une cadence vibratoire qui fait partie de son plaisir naturel, qui fait partie du plaisir de la vie, qui fait partie du centre de sa vie. Et si on disait, demain matin, on t'enlève ceci, le type voudrait mieux mourir que de ne pas avoir à pouvoir vivre ceci. Et ceci pour indiquer que la sexualité, au-delà de la contagion psychologique que nous connaissons dans le monde occidental, ou dans les autres mondes, mais surtout aujourd'hui parce qu'elle est exploitée, la sexualité est devenue pour l'homme une expérience qui, un jour, devrait être libérée.
Mais quand je dis libéré, je ne dis pas libéré dans le sens que l'homme voudrait penser. L'homme aimerait vivre une sexualité libre. C'est pas ceci. Parce qu'une sexualité libre, c'est une plus grande prison que la sexualité libérée. Lorsque je parle de sexualité libérée, je veux dire cette sexualité, cette énergie vibrante sur ce plan-là, qui n'est plus responsable pour la domination de la nature humaine. À partir de ce moment-là, l'homme commencera à percevoir un peu plus sa conscience réelle, à refaire la connexion avec les parties subtiles de sa conscience et éventuellement en arriver à un état de fusion suffisamment avancé pour que, éventuellement encore, cette énergie sexuelle passe d'un à un autre, et pour qu'il puisse un jour, sur le plan éthérique, utiliser cette énergie, non pas en termes d'une sexualité, mais en termes d'un processus créatif qui lui donnera accès à la création dans d'autres mondes parallèles, à des êtres qui seront l'exercice naturel de cette énergie cosmique, mais à travers un centre qui ne sera plus animal, mais qui sera très près du centre mental de l'homme. Et comment se fait-il qu'il y a tant de différences dans le concept même de la sexualité chez l'homme et chez la femme? On dirait que l'homme voit la sexualité avec des lunettes sexuelles et la femme avec des lunettes amoureuses, mais il ne voit pas la même chose. Lorsqu'on interroge un homme et une femme, il semble qu'il y a une dynamique amoureuse pour la femme et une dynamique sexuelle pour l'homme, mais seulement sexuelle. Autrement dit, le sexe, c'est l'affaire de l'homme. C'est pas l'affaire de la femme, elle vient à la sexualité s'il y a tout un climat qui est entretenu autour, une dimension amoureuse que l'homme en fait n'éprouve pas. Il est bien obligé de lui faire la cour pour arriver à troquer ou à échanger ses besoins. Mais il semble qu'il y a une différence incroyable là, puis qui serait peut-être à l'origine de toutes les séparations, des incompréhensions qui peuvent être vécues dans le couple. Comment se fait-il qu'il y a une telle différence? Lorsqu'on dit sexualité, on ne pense pas la même chose à un homme et une femme. Vous dites quelque chose là, et vous ne réalisez pas ce que vous dites. Vous dites quelque chose, quand je dis que vous ne réalisez pas ce que vous dites, je veux dire que lorsque je l'aurai expliqué, vous aurez compris pourquoi la sexualité dans le temps est différente de la sexualité de l'avenir. Vous dites que l'homme et la femme vivent une sexualité, ils ont une dynamique différente. Ouais. Et c'est très juste. L'homme de l'évolution vit une sexualité qui n'est pas régie par l'émotion. La femme de l'évolution vit une sexualité qui est régie par l'émotion, ce que vous appelez l'amour dans sa manifestation. Oui. Mais l'homme de l'évolution ne vivra pas de sexualité régie par l'émotion. Et savez-vous ce qui se passe lorsque l'homme passe de l'évolution à l'évolution et qu'il commence à prendre conscience de sa sexualité? Il s'aperçoit que sa sexualité change. La femme s'aperçoit que sa sexualité change. Autrement dit, la femme qui passe de l'évolution à l'évolution, surtout de la femme, parce que je parle de la femme parce que c'est elle qui vit la dynamique émotive, s'aperçoit que il n'existe plus dans la sexualité de la femme de l'évolution le même romantisme qui existait dans la sexualité de la femme de l'évolution. Et pour la femme de l'évolution qui commence à entrer dans cette nouvelle période d'expression, pour elle, c'est une sorte de tristesse. Elle perd quelque chose. Elle semble perdre quelque chose. Et pour l'homme, c'est la même chose. L'homme de l'évolution, lorsqu'il vit sa sexualité, il ne vit plus ou il ne vivra plus sa sexualité en fonction des besoins de manifester sa sexualité à partir d'une sensualité, moi j'appelle ça programmé. L'homme programme, il programme. Vous appelez ça la cour. Oui. Bon. Oui. Alors, pour l'homme conscient de l'évolution, faire la cour. C'est programmer la femme. Programmer la femme à ses besoins. Ceci ne sera plus nécessaire. Il n'aura plus la vibration. L'homme n'aura plus la vibration d'apporter une rose. Donc, l'homme de l'évolution nécessite d'une façon inévitable, et la femme de l'évolution, d'une façon inévitable, seront obligés de perdre quelque chose qui faisait partie du plaisir de la sexualité pendant l'évolution. Et ceci est une tristesse.
Ça crée une tristesse au début chez l'homme et chez la femme, parce que l'homme et la femme de l'évolution ont l'impression de ne plus avoir ou de ne plus pouvoir vivre leur sexualité comme ils le pouvaient auparavant. Donc, ils ont l'impression qu'ils ont perdu quelque chose. Pour ramener ceci à votre point, si les hommes, au début, avaient fonctionné sur le plan sexuel, et les femmes, sur le plan sexuel, comme ils le feront sur le plan de l'évolution, il n'y aurait pas eu, sur la Terre, de continuité dans la procréation, parce que le plaisir sexuel aurait été tellement diminué, tellement éliminé de la conscience astrale de l'homme, que l'humanité, éventuellement, au cours des millénaires, aurait diminué en nombre, et l'expérience cosmique de la Terre aurait cessé. Donc, il fut absolument nécessaire que l'homme, dans sa sexualité, et la femme dans sa sexualité, vivent cette sexualité malgré les tensions qu'elle crée. Lorsqu'on dit, par exemple, dans les couples, surtout, je parle des couples d'antan, l'homme est sur une longueur d'onde, la femme est sur une longueur d'onde, le fameux phénomène de Pandore. Hein. Alors, c'est comme si ce sont deux êtres totalement différents. Un a une dynamique sexuelle émotive, l'autre a une dynamique sexuelle plutôt mentale, et ils ne semblent pas se raccorder, et l'un fait souffrir l'autre, l'autre souffre de l'un, et ainsi de suite. Si les hommes et les femmes n'avaient pas été donnés cette tension, cette polarité, ce mensonge, en fait. Ce mensonge, exactement, ce mensonge, voilà, la sexualité n'aurait pas servi les forces créatives de l'évolution sur la Terre, donc l'humanité n'aurait pas réussi à passer à travers des milliers d'années de souffrance. C'est subtil. Parce que dans l'expérience, vous savez, souvent, et on retrouve ceci au niveau des poètes, chez les poètes, souvent dans les thèmes poétiques, la femme qui est en amour avec l'homme qui est en amour, l'homme, il est prêt à combattre la terre pour sa femme. Et elle est prête à mourir et à le suivre jusqu'au bout du monde. Hein? Alors ça prend quoi? Ça prend une force puissante. Alors, cette force puissante qui fait partie du comico-héroïque de la tragédie humaine, cette force puissante, elle était programmée dans la conscience humaine, mais à travers le corps astral de l'homme, non pas à travers son corps mental. Et l'histoire de la sexualité, à partir des hindous, à partir des Atlantes, à partir des Indiens, à partir de Perse, Babylone, n'importe quoi, l'histoire de la sexualité, c'est l'histoire de la perversion psychologique de l'ego. En relation avec une programmation subtile dont les secrets commencent maintenant à sortir. Les mystères de l'homme, nous commençons maintenant à la fin du XXe siècle à réellement connaître et comprendre les mystères de l'homme. Même dans les écoles ésotériques, auparavant, au cours des siècles, les mystères de l'homme étaient tellement cachés dans le symbolisme que les hommes ne pouvaient pas comprendre ce qui se passait. Ils pouvaient voir ce qui se passait comme un tableau, mais ils ne pouvaient pas comprendre la mécanique. Pourquoi? Parce que il n'avait pas été encore permis à l'homme de déchirer sa mémoire. Et l'homme de demain, l'homme nouveau, déchirera sa mémoire pièce par pièce. Moi, je suis un exemple. Je déchire la mémoire. Je déchire la mémoire de l'humanité. J'ai déchiré ma propre mémoire durant mon initiation. Je déchire la mémoire. Et l'homme sera obligé d'apprendre à déchirer sa mémoire parce que c'est lorsqu'il aura déchiré sa mémoire qu'il sera libre. L'homme ne peut pas être libre, même au niveau de sa sexualité, tant qu'il n'a pas déchiré sa mémoire. Et surtout si l'on considère la sexualité comme une des plus grandes forces d'énergie programmée dans la conscience humaine. Bon, maintenant, si on enlève cette dimension poétique à la femme, alors quand on regarde des entrevues où on a interrogé des milliers de femmes, etc., on s'aperçoit qu'elles ne passent à l'acte sexuel que s'il y a justement tout ce sirop autour, là, s'il y a toute cette cour, si on lui chante la pomme, etc., toute cette dimension amoureuse, là, elle ne va l'accepter qu'à condition que ceci existe. Si elle perd ça demain, parce que pour la femme, la sexualité, il n'y a rien là. Pour l'homme, c'est important puisqu'il est obligé de libérer une pulsion.
Mais chez la femme, ce qui est important, c'est que la sexualité se fasse dans ce cadre-là. Si demain elle perd cette dimension-là, quel plaisir elle va retirer? Elle va retirer aucun plaisir puisqu'elle n'a pas de pulsion sexuelle comme l'homme. Comment est-ce que ça va se faire? La femme, il va falloir troquer. Lorsque la femme évolue, la femme mentale sera obligée de se dévêtir de la même façon que de l'homme mental de la qualité psychosociologique de la sexualité. Elle sera obligée parce que elle y parviendra, comme l'homme y parviendra, seulement que les deux êtres seront obligés de vivre pendant une certaine période d'années cette période de sexualité ou de vie sexuelle qui n'est plus comme avant, qui n'est plus le fun. Avant, c'était le fun. Mais là, ce ne sera plus le fun comme avant. Il y aura du fun. Il faut qu'il y ait un peu de fun. Mais la connexion entre l'énergie sexuelle se fera à partir du plan mental. Donc, l'homme ne pourra pas colorer son fun. Et la femme non plus. Aujourd'hui, nous colorons notre fun. La femme se met belle. L'homme va peut-être lire des images porno dans les toilettes. Il va peut-être regarder une vidéo avant de se coucher. S'excite. Il y a quelque chose qui se passe dans le monde à ce niveau-là. C'est excitant. Donc, il doit s'exciter. Ainsi de suite. Donc, que l'excitation soit d'une façon ou d'une autre, qu'elle soit vertueuse ou non. Qu'elle soit catholique ou babylonienne, autrement dit, ça n'a pas d'importance. Mais le phénomène de l'excitation est un phénomène astral. Et dans la sexualité de l'homme futur, l'excitation ne sera pas astralisable. Donc, l'homme et la femme seront obligés de vivre cette énergie cosmique de la sexualité à partir du plan mental et non à partir du plan astral. Et c'est pourquoi cette sexualité sera très très différente. Je vais vous donner un exemple, comment elle sera différente. Si vous prenez un gâteau fait par Juliette Huot, et que vous prenez un gâteau fait par un bon végétarien, c'est deux gâteaux. Mais je suis sûr que le gâteau de Juliette Huot, il goûte meilleur. Je parle pour le début, là, pour l'expérience, quand t'es pas. Ouais. Il y a plus de sucre, il y a plus de bonbons dedans, de cannelle, je sais pas. Tandis que le gâteau du végétarien, c'est des peanuts, puis des peanuts, puis des peanuts. Vous comprenez? Bon. Le végétarien, après 10 ans de manger de gâteau de peanuts, ou 5 ans, il s'habitue, puis finalement, il est plus intéressé au gâteau de l'autre. Hein? Il est dans sa nouvelle sexualité. Vous comprenez? Ça va être un peu comme ça. Il n'y a rien de plus plat qu'une sexualité consciente. De l'autre côté, il n'y a rien de plus réel qu'une sexualité consciente. Mais c'est encore le phénomène du gâteau de Juliette Huot au gâteau du végétarianisme. Et ça fait partie de l'évolution, on n'y peut rien. Est-ce qu'il y a un rapport, un lien à établir entre le muscle cervical et le muscle génital, entre le cerveau et la sexualité? Est-ce qu'il y a un lien? Il y a un lien dans ce sens que le cerveau, c'est le terminal, c'est le computer. Le centre sexuel, c'est le canal d'expression de cette énergie. Tout passe par le cerveau. Tout est contrôlé par le cerveau. La programmation de l'homme se fait au niveau du cerveau. Mais ce n'est pas dans le cerveau que ça se passe. D'ailleurs, l'homme découvrira au cours de son évolution, et ça va loin, que la seule fonction du cerveau, c'est de faire en sorte que les centres humains deviennent et se maintiennent en action. Et l'homme verra un jour que il peut avoir son corps matériel ici, il peut avoir son corps éthérique ici, et il peut trafiquer, fonctionner à partir de ce corps-là, et mettre ce corps-là en sommeil.
Donc la seule raison pour laquelle le cerveau chez l'être humain est fonctionnel aujourd'hui, il est nécessaire parce qu'il y a une connexion au niveau de cette énergie des neurones. Parce que ceci fait partie de l'expérience programmée de l'évolution, c'est-à-dire ça fait partie de ce besoin de l'être humain d'être gardé dans la matière. L'homme n'a pas le choix de sortir de sa matière. L'homme n'est pas capable encore de sortir de sa matière. Il a même regardé combien c'est difficile pour les hommes qui sont même très 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 déprimés de se suicider. Il faut être réellement poussé à bout pour couper la corde. Donc, avant que l'homme puisse réellement se libérer de sa matière et se donner une autre dimension, revenir dans sa matière, sortir de sa matière, ça va prendre un certain temps. Donc, en ce qui concerne l'activité sexuelle, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai toujours dit dans mes séminaires, l'activité sexuelle de l'homme, c'est une activité occulte. L'homme a toujours pensé que l'activité sexuelle est un peu comme la pensée. L'homme pense que sa pensée psychologique est une activité purement biopsychologique, mais ce n'est pas ça. Tout ce qui se passe dans l'homme est occulte, c'est-à-dire que tout ce qui se produit chez l'être humain est en fonction d'une doublure qui existe sur des plans parallèles, doublure qui fait partie de sa réalité et qui doit un jour, au cours de l'évolution, connecter, et c'est cette doublure qui est responsable des activités biopsychiques sur le plan matériel. Mais l'homme ne sait pas ça. Donc, ne sachant pas ça, sur le plan psychologique, il est affecté lorsque le rendement, puisque nous parlons de sexualité, lorsque le rendement sexuel n'est pas à la page. Regardez le rêve. L'homme se couche le soir, il n'a pas de sexualité le jour, il vit la sexualité le soir, dans le rêve. Pourquoi il vit la sexualité dans le rêve? Est-ce que c'est pas une compensation à ses carences affectives ou quelque chose de ce genre-là? Ce sont les psychologues qui disent ceci. Oui, absolument, oui. Aussitôt que quelque chose ne marche pas pour les psychologues, c'est une compensation. Un transfert. Ouais. Ce n'est pas une compensation, c'est une activité autre. C'est une autre activité. Et si l'homme était encore plus conscient, il pourrait vivre cette énergie dite sexuelle, manifestée à travers la symbologie de sa mémoire, qu'on appelle la sexualité nocturne. Il pourrait la vivre, cette énergie, sur un autre plan. Et à ce moment-là, ce ne serait plus de la compensation. Ce serait peut-être de la dispensation. Il s'enverrait en l'air, mais ça serait vraiment le 7e ciel, à ce moment-là. Ce serait différent. Ce serait une autre énergie. L'expérience métaphysique. Nous avons tendance à psychologiser tout ce qui se passe au niveau de notre mental et de donner à ce qui se passe dans notre mental une valeur psychologique qui convient à notre nature humaine, c'est-à-dire à notre façon carrément humaine de penser d'une façon carrément humaine, ignoramment. Nous sommes des ignorants. L'homme est un être ignorant. Même s'il a des doctorats, il est ignorant. L'ignorance, lorsque nous parlons de l'ignorance à partir d'un plan occulte, c'est l'incapacité de convertir en réalité les principes d'action psychologique qui se manifestent dans notre vie, à tous les niveaux de notre expérience, jusque dans la sexualité, de convertir ces principes d'énergie, de les comprendre dans leur fonction autonome intégrale, au lieu de les subir de façon psychologique pendant des années de temps. C'est ça, l'ignorance. Comme disait Gautier, l'écrivain, céleste aux ignorances d'un jeune cœur. Cette céleste ignorance d'un jeune cœur là est aujourd'hui la cause de ces divorces, de ces ruptures. Mais effectivement. Combien de temps est-ce que vous pensez que ça va durer? À partir de quel moment on va voir un changement important? Ça fait partie de l'évolution, ceci. Moi, quand je parle de l'évolution, la prochaine évolution, le prochain cycle d'évolution, c'est 2500 années, ça vous donne une idée? Donc 2500 ans pour l'évolution d'une nouvelle race racine, comme des milliers d'années pour l'évolution de la 5e race racine, la 4e race racine. Donc dans cette nouvelle évolution, ce sont des individus qui vont prendre le contrôle de leur évolution, le contrôle de leur conscience, le contrôle de leur mémoire. Ce sont des individus qui vont se sortir complètement de la mémoire collective. Donc ce sont des individus qui vont vivre cette conscience. Donc leur sexualité ou les appointements de cette énergie en fonction de leur principe de vie sera en fonction de leur capacité de subir cette transformation. Mais ce ne sera pas un phénomène social. Que diriez-vous à un jeune couple aujourd'hui au niveau d'un conseil, au niveau de la sexualité, à la femme et à l'homme, fondamentalement? Je dirais à un jeune couple, à un vieux couple, à n'importe quel couple, la vie de couple, ça commence dans l'esprit. Tout niveau sur le plan de l'esprit, soyez avec votre femme ou avec votre mari parce qu'il y a de l'esprit entre vous. S'il y a de l'esprit entre vous,
que la sexualité fonctionne ou qu'elle ne fonctionne pas, ce sera un moindre mal. Et avec le temps, vous serez suffisamment ajusté au niveau de votre esprit qu'elle fonctionnera naturellement. Parce que la sexualité doit un jour fonctionner d'une façon, mais elle peut vivre une période de transfert. Autrement dit, si l'homme... Bon, je vous donne un exemple. Il y a dans le monde des êtres qui sont en voie à une courbe d'évolution spirituelle très marquée, très avancée, très rapide. Il y a des êtres aujourd'hui dans le monde, dans tous les pays du monde, qui vivent au niveau d'une prise de conscience spirituelle. Qu'est-ce qui se produit quand l'homme vit une prise de conscience spirituelle? Sa sexualité commence à diminuer. C'est normal. Pourquoi? Parce que l'énergie transformationnelle de cette conscience, au lieu de se situer au niveau du corps astral, elle commence à se situer au niveau du corps mental. Donc, souvent, ces êtres sentent qu'ils ne sont pas intéressés à la sexualité comme avant, ils ne la vivent pas comme avant, et ainsi de suite. Donc, s'ils sont mariés, s'ils sont accouplés, et qu'ils commencent à vivre cette trajectoire, souvent, ils vivent des ruptures. Ça, je parle pour l'homme spirituel. Puisqu'on a mis tant d'emphase sur la sexualité, c'est au cœur même du couple aujourd'hui. C'est au cœur même du couple. Et sur le plan de l'inconscience, chez les hommes en général, les hommes qui ne sont pas dans une voie d'évolution spirituelle rapide, c'est la même chose. Ils souffrent encore de leur sexualité, parce que les hommes ont cru pendant trop longtemps que la sexualité était un plaisir naturel de l'homme. La sexualité, ce n'est pas un plaisir naturel de l'homme, c'est un plaisir qui a été donné à l'homme afin qu'il puisse se maintenir en nombre sur la planète. Mais l'expérience est tellement longue, tellement profonde, tellement ancrée dans la mémoire de l'humanité, et le plaisir est tellement grand que l'homme, pour lui et pour la femme, la sexualité est un investissement de vie, ça fait partie de la vie. Mais ça, c'est une illusion. Ça fait partie de la vie matérielle, de l'évolution, au stage où elle est perçue. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. C'est un peu comme le mental. D'ailleurs, il n'y a pas de différence entre l'énergie de la sexualité et l'énergie dans le mental. C'est la même énergie, seulement que les centres d'énergie vibrent à un autre taux, donc la manifestation est différente. Un homme qui est conscient aujourd'hui ne peut plus bénéficier de son mental comme il bénéficiait auparavant. Il a un autre mental. Moi, j'ai un autre mental. Je ne vis pas mon mental comme je vivais avant 69. Je n'ai plus le plaisir de lire des livres comme avant. Je n'ai plus le plaisir de parler avec n'importe qui comme avant. Je ne peux plus. Donc, l'homme est obligé de faire un transfert de centricité en ce qui concerne cette activité. Et ceci est pénible. Pour un homme de perdre sa mémoire comme moi j'ai perdu la mienne, c'est pénible. De perdre sa personnalité humaine évolutive, c'est pénible. Donc, pour l'homme de perdre sa sexualité, je l'appelle sa sexualité primitive, c'est aussi pénible. Mais l'homme ne peut pas passer de l'évolution à l'évolution sans perdre quelque chose. Il est obligé de passer du 4e au 5e rang. Donc, il est obligé de perdre quelque chose. Une fois que c'est tout, que c'est expliqué, qu'il le comprend, à ce moment-là, il s'ajuste, mais il faut que ce soit expliqué. Si ce n'est pas expliqué, mais naturellement, il souffre. Vous avez dit tout à l'heure, dans la deuxième proposition, que toute cette expérience de la sexualité, c'était pour amener finalement l'homme à fusionner avec son double, qui appartient à un autre plan. Et c'est une expérience qui s'achemine vers l'immortalité. Mais cette fusion avec ce double-là, est-ce que c'est la fusion avec le double de quoi? Le double de l'homme, là, ou un corps étranger? Le double de l'homme, c'est l'essence de l'homme. L'origine du double de l'homme, l'origine de l'énergie du double de l'homme, c'est ce qu'on appelle l'esprit de l'homme. Mais il n'y a pas de différence entre la forme de l'esprit de l'homme et l'esprit de l'homme. La forme de l'esprit de l'homme, c'est son double. L'esprit de l'homme, c'est l'origine de son énergie. C'est cette énergie qui est totalement libre cosmiquement, qui peut aller où elle veut, qui peut aller sur les plans où elle veut. Elle est absolument libre. Donc, l'esprit de l'homme est totalement libre, mais il a besoin d'une cloison. Il a besoin d'une maison. La maison la plus subtile, la plus perfectionnée, c'est le double. Et la maison la plus secondaire, la plus grotesque, c'est le corps matériel. Éventuellement, ces deux maisons doivent venir ensemble pour que l'homme puisse bénéficier de l'énergie de son esprit à travers le double, à travers cette enveloppe subtile du double qui pourra faire passer directement dans le corps matériel, sans privation du taux vibratoire, une énergie qui sera cosmique et qui donnera à l'homme réellement une liberté sur le plan de l'évolution, sur le plan de la gestion de ses affaires, sur le plan de la science, sur le plan de la descente sur les sous-plans de la matière, sur les plans de la conversion de l'énergie de la mort en énergie de vie. L'homme doit en arriver un jour à être un maître de la vie. Il doit en arriver un jour à être parfaitement stable dans son énergie. Donc la stabilité dans son énergie
Elle doit se faire sur le plan mental, sur le plan émotionnel, sur le plan physique. Et lorsque nous parlons du plan émotionnel, nous parlons du plan émotionnel en relation d'une façon ramifiante avec le sens sexuel. Je parlais récemment avec Jimmy Gueux, qui est un expert en ufologie, qui a fait 35 ans d'enquête dans le monde sur les rencontres du troisième type et tout ce qui concerne le phénomène extraterrestre. Et il me disait à propos un peu de cette thèse que l'extraterrestre, lui, n'a pas de corps matériel. Il est une énergie et il a besoin d'un corps sur la Terre, d'un support. Autrement dit, l'expérience que l'on vivrait aujourd'hui dans l'évolution, ce serait une préparation pour préparer en fait un habitacle à un passager clandestin, à cette énergie-là qui viendrait se manifester à l'intérieur de l'homme. Est-ce que c'est pas aussi une forme de fusion, ça? Mais c'est de la fusion, l'extraterrestre est un immortel. Nous ne sommes pas capables, nous les hommes, de voir les choses en face. Nous devons les voir de biais. Pour toutes sortes de bonnes raisons. Le mot extraterrestre, il a été utilisé à toutes les sauces, il a été exploité à toutes les sauces, ainsi de suite. Bon. Mais éliminons ce fait. Le phénomène cosmique, le phénomène des intelligences appartenant des systèmes spatio-temporels différents du nôtre, c'est un phénomène qui fait partie intégrale de l'organisation des gouvernements invisibles. L'homme fait partie, d'une façon inconsciente, de l'organisation systématique de ces gouvernements invisibles, de ces intelligences sur la Terre. L'homme est le produit de l'activité créative de ces intelligences sur la Terre. L'homme, un jour, devra en arriver à pouvoir donner à son corps matériel une sorte de densité fluide. Et il ne pourra faire ceci que lorsqu'il sera suffisamment avancé en fusion pour que son double ait accès à toutes les parties cellulaires de son corps matériel. Lorsque ceci se fait, le corps matériel devient vaporeux et à ce moment-là, l'homme devient éthérique. S'il veut utiliser un corps matériel, il change le taux vibratoire, il a un corps matériel. S'il veut mettre de côté le corps matériel, il revient sur un plan plus subtil. Si un jour il veut mettre de côté son corps matériel parce qu'il a fini un certain travail sur une planète, il le met de côté, donc à ce moment-là, il meurt. Mais il ne meurt pas dans le sens de la mort noire, il meurt dans un autre sens, c'est-à-dire qu'il a substitué un taux vibratoire pour un autre. Mais ça, c'est normal. Donc, lorsque nous parlons, moi je me suis toujours refusé avec certains personnages de parler de ce phénomène extraterrestre ou ovni, afin de ne pas, pour une raison, afin de ne pas colorer, de ne pas tacher ce que je veux dire. Non pas par moi-même, mais par d'autres. Je ne veux pas, parce que je sais combien c'est très facile d'interpréter du matériel. Et donc, je m'y prête avec vous pour des raisons qui me sont personnelles. Mais l'homme doit en arriver un jour à réaliser que la nature humaine est une nature en évolution, c'est-à-dire que l'homme n'est pas un produit final, que l'homme est un produit qui a été implanté sur cette planète afin éventuellement de pouvoir créer ou produire quelque chose qui sera subtilement éthérico-physique, comme ces intelligences le sont. Lorsque je parle des extraterrestres qui ont des corps subtils, ils ont aussi des corps matériaux solides. Mais le corps matériel solide, ils l'utilisent lorsqu'ils en ont besoin. Tandis que nous, notre corps matériel solide, nous l'utilisons toujours, et si nous ne l'utilisons pas, nous sommes obligés de mourir, c'est-à-dire d'attendre dans des espaces temporels qui sont très très bas en vibration et qui ne font pas partie de l'organisation des mondes cosmiques. Autrement dit, ils ont la clé des changements de fréquence mutationnels. Ils ont la clé des changements de fréquence, cette clé fait partie de leur mental, pour eux c'est aussi naturel que pour nous de manger. Donc, la nature même de leur physicalité, la nature même de leur conscience, la nature même de leur créativité est en fonction de leur mental supérieur, c'est-à-dire de la gestion directe de leur esprit en relation avec un corps subtil, mais qui est parfaitement balancé avec le corps matériel. Tandis que nous, ce n'est pas le cas. La preuve, c'est que nous souffrons toujours des débalancements, et là, dans la vie de l'homme, où nous vivons le plus de ce petit mouvement-là, qui débalance toujours nos corps, c'est la sexualité. Une fois qu'on a vécu la sexualité, là ça marche. On est bon pour 2-3 jours. On est tranquille aux potes, comme on dit. La femme apprend un break. Et chimiquement, ça fait quoi sur le corps, la sexualité, le rapport sexuel, chimiquement? Chimiquement, la sexualité sur le corps matériel, elle crée une petite douleur dans le corps astral. Et cette petite douleur dans le corps astral, c'est pour l'homme un plaisir.
Si l'homme pouvait analyser la sexualité, il verrait que la sexualité crée une petite douleur dans le corps astral. Mais pour nous, elle est exprimée comme un plaisir. Et d'ailleurs, si vous regardez la femme ou l'homme qui vivent une sexualité intense, vous verrez que l'homme ou la femme, même la femme, on dit souvent que la femme crie, elle lance un cri. C'est cette petite douleur qui est astrale, dans le corps astral, qui est un plaisir sur le plan des sens, mais qui sur le plan du corps astral est une douleur, et cette douleur, elle est enregistrée sur les autres plans. Chaque fois que l'homme vit de la sexualité, comme chaque fois que l'homme pense, chaque fois que l'homme est en action, tout s'enregistre sur les autres plans, et la sexualité humaine, elle est, pour les intelligences qui font partie des mondes parallèles, elle est une mesure de l'électromagnétisme du corps humain. Donc, à travers la mesure de l'électromagnétisme du corps humain, ils sont capables de donner au corps subtil de l'homme une vibration qui est à la mesure de cet électromagnétisme-là. Exemple, si l'être humain vit une sexualité et qu'il vit une tristesse après, par exemple. C'est fini. Post-coitum homo triste. Bon, après la chose, l'homme se sent toute chose. Alors, si l'homme, après la chose, il se sent triste, cette vibration, elle est enregistrée. Elle est enregistrée dans les archives. Et lorsque l'homme meurt, et que tout son passé expérientiel est non pas analysé, parce que le mot analysé n'existe pas sur ces plans, mais qu'il est vu, utilisé sur ces plans, si l'homme a manqué trop de sexualité, s'il a été trop attristé par la sexualité, s'il a trop voulu de sexualité et en a souffert dans sa vie, il sera mis dans une catégorie d'expérience où ceci sera balancé. Il va y avoir une compensation. Il y aura compensation.